Retour sur le plateau de Vue d'ailleurs, mes amis, on en parlait juste avant le journal, l'écotaxe. Alors l'écotaxe, c'est fini ou alors ce sera après la réforme fiscale? Et comme on a entendu tout à l'heure le président de la République qui nous a dit, cher Alberto, la réforme fiscale, c'est jusqu'à la fin du quinquennat. Il a dit que ça, le président de la République. Mais tout ça. Mais exactement. Et donc surtout, l'écotaxe, ça sera après le quinquennat. C'est pour le suivant. Mais écoutez, l'écotaxe, à mon avis, n'aurait jamais dû être décidée. Et elle existe en Allemagne, mais en Allemagne, les autoroutes sont gratuites, pas payantes comme en France. Non, sincèrement, c'est un impôt difficile à appliquer. Plutôt, ils vont débarrasser la scène politique française de cet impôt qui ne tient pas debout, et mieux c'est pour tout le monde. Moi, je crois, Christophe, que l'écotaxe restera dans ce mandat de François Hollande comme une tache d'huile. Pas en termes de... C'est le CPE version... Voilà. Et surtout au niveau de la gestion et de la gestion de cette affaire. Le gouvernement, oui, c'est ça, plus que... Le gouvernement socialiste a donné l'impression de découvrir le dossier. Il a eu du retard à l'allumage pour reconnaître les contradictions internes, notamment, et plus les dépenses. Il veut l'éliminer, le suspendre, mais il n'ose pas le faire pour des raisons politiques parce qu'il a des alliés écologiques au sein du gouvernement. Il l'enterre, mais sans le dire vraiment, sans prière, sans rien du tout. Et donc, on a l'impression... Et on parle plus des 800 et quelques millions qu'on va devoir payer à la société de gestion. Donc on a l'impression que vraiment c'est un sujet qui a été géré avec une marche arrière terrible. Et ça, les conséquences politiques d'une telle gouvernance sont incontestables. Et dans la manière de gérer, de trancher et tout ça, on a vu Jean-Marc Ayrault, on a vu les ministres, comment ils parlent de l'écotaxe. Tout le monde veut enterrer ce dossier, mais personne n'ose le dire ouvertement. Et ça traduit... Mis à part Philippe Martin, donc cette semaine, c'est lui qui avait allumé la mèche en disant l'écotaxe, ça sera après la réforme fiscale. Solveig. Oui, je voulais juste ajouter, ça me fait penser à quand on a parlé de l'affaire Leonarda. Il y avait des gens qui disaient qu'elle devait rester, il y avait des gens qui disaient qu'elle devait partir. Et finalement, Hollande, il a dit qu'elle peut revenir sans sa famille. C'est des solutions qui ne sont pas des solutions. Mais c'est pour réagir et montrer quand même on agit au lieu de rester sur la décision qu'on avait prise au départ. Je pense que c'est vraiment un grand problème de communication pour ce gouvernement. Et encore... On pourrait faire payer l'écotaxe à Leonarda. Voilà, solution finale. Et encore une fois, on ne donne pas Amdam de date. Non, on ne donne pas de date parce que comme ça, on ne s'engage pas et on reste dans cette espèce de flou artistique qui permet en fait, de promettre tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que là, ils se sont mis dans une situation impossible, à la fois en fâchant les écologistes, en fâchant les automobilistes, enfin les agriculteurs. Enfin, ils ont réussi à fâcher tout le monde. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils essayer de faire une réforme, d'introduire quelque chose, ils réussissent à fâcher tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a un énorme problème de communication. Alors, problème de communication, les temps sont durs pour le gouvernement, bien sûr, pour le président aussi. Heureusement, une bonne nouvelle cette semaine. La qualification des Bleus pour la Coupe du Monde. Direction donc le Brésil. Écoutez, le président, il s'en réjouit, et pas que. Vraiment, les victoires en ce moment, on les goûte particulièrement. Surtout quand il y a une ambiance, on dit cette équipe, elle n'y arrivera pas, elle ne peut pas y arriver, parce que plein de choses, elle y est arrivée, et elle nous montre un exemple. Il faut y aller, il faut y croire. Elle a quand même l'art de se compliquer la tâche. Hein. Oui, c'est souvent le cas en France. On ne prend pas le chemin le plus direct. Le principal, c'est d'y arriver. Voilà, extraordinaire moment. Au micro de Caroline Henry, vraiment... Extraordinaire François Hollande, qui, rappelons-le, au moment où il parlait avec la journaliste de TF1, il avait presque 5-6 heures d'avion derrière lui. Oui, bien sûr. Il venait d'arriver d'Israël. D'un voyage officiel, oui. Israël. Et donc, j'ai l'impression que ses conseillers de communication, quand ils ont vu que la France menait 2-0... Comme quoi la communication, parfois... 2-0, ils lui ont dit, allez... On déboule sur le stade et là on sent la récupération politique, on sent les compliments qu'il jette au coach et puis on sent aussi la volonté de remonter le moral aux Français. Ils savent que c'est une bonne nouvelle qui a fait plaisir à tout le monde. Il fallait que Hollande soit dans la photo, dans l'image et il a fait sa sortie, mais il l'a fait de manière tellement bien calculée que j'ai l'impression que l'effet sera inverse. C'est tellement bien fait, bien cadré que l'effet pourra être inverse. Et bien sûr avec un compliment sur le coach Didier Deschamps, auquel il s'identifie lui, le coach de la France. Donc faites-moi confiance et on va gagner. C'est ça, Solveig. Très joli parallèle quand même. C'est mignon. Moi, j'ai trouvé super mignon quand il est là, parce qu'on voyait à quel point il était à la fois content, il essayait de profiter, parce qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles pour ce président en ce moment, c'est pas possible. Donc je comprends qu'il essaye de saisir le moment, mais c'est vrai, ça va se tourner contre lui, parce qu'il a exagéré. En même temps, je pense qu'il faut pas oublier que le sport, c'est quand même tellement politique, que s'il n'avait pas dit quelque chose comme ça, s'il n'avait pas été au stade, je pense que ça
on aurait reproché aussi. Donc c'était pas une position facile, mais là c'est vrai, il est un peu exagéré. El comediante. Moi, je crois que François Hollande était là depuis le début du match. Et je crois l'avoir vu à la télé déjà au début du match. Donc, il a pris un risque quelque part en allant là-bas. Il aurait pu être sifflé. Il a pris un risque. Il a montré du courage, François Hollande. Ceci dit, il se devait d'être là. La chose qui me fait un peu sourire n'a pas été le match que la France a gagné de façon tout à fait méritée. Et je suis heureux qu'elle soit au Brésil avec l'Italie. Mais la chose qui me fait un peu sourire est la séance de questions au gouvernement le jour suivant. Quand une députée commence sa question au gouvernement en disant « L'équipe de France nous a montré que impossible n'est pas français ». Or, elle le disait sérieusement. Et si on dit sérieusement au Parlement « Impossible n'est pas français » parce que l'équipe de France a marqué 3 buts, sincèrement, Madame la députée. On n'avait effectivement pas gagné, Amdam, la Coupe du Monde. Oui, non, je pense que c'est petit peu risqué quand même pour le gouvernement de se comparer à l'équipe de France, parce que bon, l'équipe de France a fait un coup d'éclat, mais on sait qu'elle a quand même vécu des années très difficiles, et j'ai peur qu'au Brésil, face à des grandes équipes qui n'ont pas attendu la dernière minute pour se qualifier, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Donc je ne sais pas si François Hollande sera toujours aussi fier de faire la comparaison. Mais aussi, il y a aussi l'idée aussi de faire passer le message, l'esprit de gagner, de victoire aussi, qui peut animer les entreprises, qui peut animer pas mal de gens. C'est partager cet esprit de conquête de sportive dans la société. C'est pas facile d'être président, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qui désirent être président. Aujourd'hui, en France, il y en a 4 ou 5. Non, mais le plus important, c'est que pour François Hollande, contrairement à Nicolas Sarkozy, qui était toujours dans la posture, dans le faire valoir et le faire savoir, François Hollande, dès qu'il fait quelque chose d'artificiel, ça se voit tout de suite. C'est comme un visage qui ne supporte pas le maquillage. Dès qu'on le maquille, on le voit tout de suite. Donc ce genre d'acte de communication, c'est gros comme un chameau. Tu vois. Et pourtant, on dit que c'est un personnage plein d'humour, ça pourrait lui ressembler. Oui, plein d'humour, peut-être dans sa manière de communiquer, tout ça, mais les actes de communication, il n'y a pas que le verbe, il y a aussi l'instant, le choix, le timing, et puis pour placer des actes. Et dans ce moment-là, ça sentait l'artificiel, ça sentait comme ça l'artificiel, le fabriqué. Alors, justement, je vais vous faire écouter quelque chose, on va voir si ça sent le fabriqué ou l'artificiel. On va pas parler de François Hollande, on va parler de, peut-être Alberto, du candidat de l'UMP, vous nous en parliez tout à l'heure, pour 2017. Regardez, ça vaut son pesant de cacahuètes. Le réflexe français est toujours celui d'attendre un sauveur. Est-ce que le projet qui serait le sien serait un projet qui serait susceptible de me conduire à agir dans ce sens? Peut-être, si c'est un projet de rassemblement, si c'est un projet innovant à la mesure des enjeux français, mais ça impliquerait vraiment un changement de nature. Mais de qui parle-t-il? La politique est cruelle, vous savez. En politique, on paye ses propres erreurs. Nicolas Sarkozy a fait des erreurs, il les a payées. Dominique de Villepin visiblement essaie de jouer la carte de son plus grand ennemi, Nicolas Sarkozy, en espérant revenir dans le monde de la politique qui compte. J'ai l'impression que Dominique de Villepin aujourd'hui soit totalement aux marges de la politique. Et par contre, Nicolas Sarkozy peut parfaitement revenir. Et un match de retour Hollande-Sarkozy en 2017 serait un intéressant match de football. Voilà un passionné de sport. Oui, c'est du sport. Mais quand Dominique de Villepin dit il faut qu'il change radicalement, est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy qu'est-ce qu'il doit changer? Il doit changer de ne pas faire certaines erreurs. Bien sûr, l'affaire Jean Sarkozy a été payée à prix fort. Ne pas faire certaines erreurs. Ne pas dire qu'il va l'accrocher à un croc de boucher, par exemple. Ça, avec tout le respect pour les bouchers. Moi, je crois que si on veut décrypter un petit peu l'intervention de Dominique de Villepin, il y a 2 niveaux. Il y a un niveau léger. On peut dire que l'homme, il est un peu maso. Il aime souffrir et il veut le montrer. Le deuxième élément, c'est que il est de droite, il est de la famille de droite. Il se dit que si demain je dois avoir un avenir politique au sein de la droite, dominé par Nicolas Sarkozy, puisque ni Copé ni Fillon n'arrivent à s'imposer. Donc de Villepin, visionnaire.
Oui, il se dit, je dois composer avec cet homme-là, et donc je me mets en position de négocier une place au sein de la famille de droite. Peut-être que ça. Parce que lui, il n'est pas parti jusqu'à la rupture. Il n'a jamais dit, je ne ferai plus jamais de politique dans une famille où il y a Nicolas Sarkozy. Il avait même montré son propre courant, son propre parti. Donc il n'insulte pas l'avenir. Ça n'a pas duré très longtemps. Il n'insulte pas l'avenir, et il se dit que demain, dans cette famille de droite, je dois aussi être présent avec... Amdam et Solveig, un mot. Il est pragmatique, parce qu'il sait très bien qu'aujourd'hui, à droite, en gros, il y a les amis de Sarkozy et les autres. Donc, on est comme Copé et Fillon n'existent pas. En effet, il faut qu'il se place quelque part. Donc, il se place. Il est inexistant aujourd'hui. La seule façon de se placer, c'est d'essayer de se replacer dans le camp de Sarkozy. Mais... Un allié de la première heure. Il y avait au Danemark un Premier ministre qui d'abord était contre l'UE, après pour. Il a dit il y en a un politique, il y en a un point de vue, jusqu'à en a un autre. Ouais. C'est vraiment assez facile, mais apparemment c'est la politique partout. Alors, mes amis, pour finir cette émission, moi, j'ai une question à vous poser. Regardez cette une de Courrier International cette semaine. Pourquoi la presse étrangère adore détester la capitale? On ouvre, c'est très intéressant. Je vous conseille vraiment de le lire. Pour bon nombre de correspondants étrangers, la capitale française est devenue une ville ghetto pour blancs fortunés. C'est pas fini. Confrontée à d'importantes tensions raciales et financières, selon eux, la ville aurait perdu une partie de son âme canaille. Bah alors? Oui, effectivement, il y a beaucoup de correspondants de la presse étrangère qui ont écrit des articles et des livres pour parler de leur expérience à Paris et tout ça. Oui, effectivement, il y a des gens, mais moi, comme je disais à notre ami de Courrier International avant ce plateau, qui aime bien, châtie bien. C'est parce qu'ils ont tellement aimé Paris qu'en la quittant, il voulait lui transmettre un amour pour la rendre encore plus parfaite, encore plus meilleure. Moi, personnellement, c'est une ville que j'adore. Je suis tombé amoureux dans les années 80 et je suis revenu y vivre. J'ai vécu beaucoup de dans mon travail, j'ai vu beaucoup de capitales dans le monde, New York, Rome, Londres et tout ça. Je n'ai jamais senti cette magie qu'on trouve à Paris. On dit que c'est une ville musée, on dit que c'est un plaisir de vivre, c'est un plaisir d'y habiter, c'est un plaisir d'y travailler, et je ne peux pas aller jusqu'à la détester. J'aimerais bien qu'elle soit encore meilleure, mais elle reste une grande ville aimable. Et... Amnam? Oui, non, c'est pour ça qu'on dit que les correspondants adorent la détester. Évidemment, on a pris des gens qui avaient plutôt passé plusieurs années à Paris et qui ont constaté quand même qu'irrémédiablement, c'est une ville qui a changé. Elle est beaucoup plus bobo, elle est beaucoup plus riche, elle est beaucoup moins métissée qu'avant, évidemment. Donc c'est ça qu'on voit aujourd'hui dans les témoignages de la presse, mais c'est vrai qu'ils continuent à dire que c'est la ville la plus belle et la plus aimée, mais on aime bien quand même trouver les petites choses qui sont énervantes et qui sont critiquables. On a parlé de Rome, Alberto. Non, mais on peut critiquer Paris comme on peut critiquer Rome et toute autre ville au monde. C'est-à-dire, Paris n'est pas une ville parfaite. C'est vrai que Paris est une ville où la vie est extrêmement chère. C'est vrai qu'à Paris, la circulation est bordélique. C'est vrai qu'à Paris, il y a des problèmes comme, par exemple, le fait qu'il est de plus en plus une vie pour personnes riches. Fortuné. Exactement. Mais belle, nantie et coincée, chouette papier du New York Times. C'est une ville magnifique. J'y habite depuis une trentaine d'années et j'espère rester vivre pour les 30 prochaines années. Voilà le message. Solveig, le mot de la fin. Oui, juste pour dire, je pense que jamais je ferai un papier comme ça. Je pense qu'on adore Paris aussi pour ses mauvais côtés. Je viens d'un pays où la capitale est magnifique, très haut niveau du climat, il y a des pistes cyclables partout. Et c'est tellement bon que c'est ennuyeux. Donc je pense que vraiment, s'il n'y avait pas tous les mauvais côtés de Paris, je l'aimerais moins. On reparlera, mes amis de la capitale, puisqu'on va s'intéresser à un moment donné au regard de la presse étrangère sur les municipales à Paris. On a parlé de Marseille, mais il n'y a pas que Marseille en France. Merci à vous tous, merci à vous de nous regarder. On se retrouve très vite. Excellent week-end.